Le bâtiment a été construit pour ce qu'on appelle la phytothérapie, c'est-à-dire la transformation des plantes médicinales. Et bon, au fait, nous on est au début, on n'est pas très avancé. On transforme pour le moment le moringa, le vernonia qu'on appelle en fond à main vive, et d'autres plantes, bon, par exemple l'écorce de karité, l'écorce de néré. Et nous faisons aussi du quinquiliba, mais ça là c'est pas transformé, c'est sous forme de feuilles pour la tisane. Et voilà, nous sommes au début, bon, on n'est pas très avancé, mais le souci c'est de faire en sorte que petit à petit on devienne des professionnels de la chose, un peu comme on en voit dans d'autres monastères au Nigeria par exemple. Donc voilà, bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Le principe c'est donc de pouvoir sécher les plantes dans de meilleures conditions et les porter au moulin et pour que ce soit écrasé dans de meilleures conditions aussi. Et puis on conditionne avec des étiquettes et puis bon, voilà. Pour le moment, c'est comme ça que c'est présenté. Bon, nous portons tout ce souci-là et nous faisons en sorte que dans un avenir plus ou moins proche, nous changions les emballages et que ce soit mieux présenté et que ce soit des produits vraiment certifiés qui puissent être positionnés un peu partout. Voilà. Donc c'est fondamentalement pour cela que nous avons construit ce bâtiment-là, parce qu'on a constaté que la phytothérapie est un domaine très porteur. Au niveau économique, c'est vrai, mais aussi au niveau il faut pouvoir valoriser nos richesses naturelles. Donc, au lieu, par exemple, de devoir recourir à la quinine pour éliminer le palu, il y a des plantes qui sont vraiment efficaces. Voilà. Il faut pouvoir les valoriser. Et des fois, il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments, comment on appelle. Voilà. Donc, ce qui fait que, bon, c'est un domaine qui nous tient à cœur. Et nous avons des gens qui nous y encouragent, notamment Frère Florent de Tanguieta, que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, il nous a dit que vraiment c'est un domaine où il nous faut aller de l'avant. Voilà. Et bon, on y travaille avec nos moyens de bord. Donc, pour le moment, le séchage se fait de façon traditionnelle. Bon, artisanal, je veux dire. D'ailleurs, on a des grillages, les grillages qui sont superposés là. Donc, c'est étalé dessus, c'est séché à l'ombre. Et bon, nous pensons passer à un séchage professionnel dans les mois qui viennent ou bien les années qui viennent selon. Voilà, donc le séchage, le séchoir sera un séchoir solaire, dans le souci c'est-à-dire de dépenser le moins possible. Voilà. Et donc, en principe, si ça fonctionne un jour, on pourra sécher les choses dans de très, très meilleures conditions et avoir des produits de qualité, quoi, qui puissent être vendus au Bénin, dans la sous-région et aussi en Europe. Voilà. Donc, c'est
ce que nous envisageons si le Seigneur nous donne de l'accomplir. Voilà. Donc, au fait, jusqu'à présent, nous utilisons le moulin à maïs pour moudre les produits, mais le moulin à maïs, ce n'est pas ça qui convient parce que ça ne fonctionne pas fortement et donc à un moment donné ça chauffe. Ça chauffe et ça peut brûler, ça peut détruire certains éléments actifs, notamment les vitamines. Alors donc c'est ce type de moulin qui convient, on l'appelle un broyeur à marteau, donc son fonctionnement est différent, ça ne fonctionne pas fortement. Et donc ça permet de moudre dans de meilleures conditions sans que le produit ne soit chauffé. Donc nous l'avons acquis et il reste à installer très bientôt. Bon, la salle où ça va être installé est déjà prête et il ne reste plus qu'à faire les derniers aménagements et puis à appeler celui qui doit nous aider à installer ça. Voilà. En fait, le moringa que nous transformons est cultivé ici. Et donc, nous avons à peu près, bon, ici c'est un peu moins d'1 hectare. Et il y a près de 6000 pieds ici. Parce que les pieds sont plantés assez serrés. Voilà. Et en principe, ça doit pouvoir fonctionner pendant la saison sèche. Mais pour le moment, on a quelques difficultés qu'on va régler sans trop tarder. Voilà. Il y a pas mal de cadavres d'abeilles là. Au fait, c'est parce qu'il y a eu un essaim qui est venu pour entrer dans une ruche déjà colonisée. Alors il y a eu la guerre entre les deux essaims et puis pas mal d'abeilles sont mortes, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle alvéole. Donc quand les abeilles entrent dans une ruche, elles commencent par construire ceci. Et ça leur sert à stocker de la nourriture. Les choses jaunes que vous voyez dedans, c'est de la nourriture pour les abeilles. Et ça s'appelle du pollen. Du pollen. Donc, elles stockent dedans du pollen. Elles stockent aussi du miel, c'est toujours leur nourriture. Bon, il y en a qui disent que le miel, c'est le caca des abeilles, c'est des histoires. C'est leur nourriture. C'est-à-dire, elles stockent ça pour des temps de difficulté. C'est-à-dire, c'est un peu comme les hommes. Donc, on emmagasine la... Des réserves, quoi. Voilà, c'est des réserves. C'est comme un grenier. Voilà. Et donc, quand on s'en va récolter le miel, on vole pratiquement les abeilles, là. On les pille. Bon, donc, nous sommes des pillards. Bon. Okay. Au fait, quand on construisait le bâtiment, bon, on avait prévu un local pour le stockage du miel. Et donc, parce que, bon, le miel et la phytothérapie, c'est tout à fait voisin, parce que les abeilles vont butiner sur les plantes pour faire le miel. Bon, donc, mais nous on avait prévu seulement le stockage du miel. Et entre-temps, il y a un ami apiculteur français qui était venu et qui a vu le plan et a vu qu'on a marqué stockage du miel. Il a dit, mais bon, vous avez prévu stockage du miel, mais vous n'avez pas prévu une salle d'extraction. Bon, si vous aviez prévu une salle d'extraction, moi je vous donnerai un extracteur électrique quand ce sera fini. Bon, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et rapidement, comme c'était les fondations, on était en train de mettre les fondations, donc on a changé rapidement le plan et puis bon, on a prévu une salle d'extraction du miel. Parce que nous faisons aussi... Ce qui vous a valu l'extracteur. Oh oui, électrique. Et voilà, c'est cette conclusion, oui. On en avait besoin. Parce que s'il faut changer le plan et prévoir le truc, l'extracteur ne vient pas. Non, 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 l'extracteur est déjà venu. Voilà. Oui. Typiquement, il y a une reine. Parce que s'il n'y a pas de reine, les abeilles ne restent pas longtemps. Voilà. Donc, et dans une ruche, il y a toujours une reine. Quand il y a deux reines, elles s'arrangent pour qu'une meure. C'est-à-dire les deux reines se combattent et puis celle qui survit, c'est elle qui est la patronne. Bon, donc c'est comme ça.
Donc, nous parlions de l'extracteur électrique. Le voici. Auparavant, on avait un autre extracteur et c'était manuel. Donc, il fallait manœuvrer. Au fait, c'est un appareil qui fonctionne par centrifugation. C'est-à-dire, ça tourne à l'intérieur. Elle construit, elle commence à stocker du miel dans les trous que vous avez vus. Les alvéoles. Oui. Et, voilà. Et puis, quand c'est plein, elle ferme hermétiquement avec de la cire. Mais quand vous prenez ça comme ça, le miel ne coule pas. Donc, arrivé ici, on ouvre avec des sortes de peignes là. On appelle la perce. On le perfile. On ouvre avec ça là. Et donc, quand c'est ouvert, on met ça dans l'extracteur. Bon, ici, c'est l'extracteur électrique. Et on met en marche et ça tourne. Et le miel baisse. Voilà, donc quand ça tourne comme ça, le miel est aspiré vers le bas. Et donc, ça coule au niveau du fond là. Ça tourne, ça va au fond. Et puis on ouvre ici pour recueillir ça dans les bassines. Voilà. C'est mélangé avec les alvéoles. Je ne sais pas là où il a déposé le truc là. Voilà. Parce que comme c'est très fragile, ça s'effrite très vite. Donc il y a des particules qui sont mélangées avec le miel. Donc on filtre dans un premier temps avant de stocker dans les tonneaux qu'on appelle les maturateurs. Le miel fraîchement recueilli doit mûrir, en ce sens que ça doit se décanter. Et les éléments étrangers viennent à la surface avec une écume qu'on enlève au fur et à mesure. Et quand l'écume est terminée, c'est en ce moment-là que c'est prêt à être conditionné. Et nous conditionnons dans des bouteilles de 1 litre et puis des pots de 500 grammes. Nous avons constaté qu'il y a un type de miel qu'on ne connaissait pas avant, mais ça existe et c'est le miel de menthe. Donc c'est un miel, oui. J'ai vu la boîte. Voilà. Donc la menthe, c'est une plante sauvage là qu'on utilise contre les moustiques aussi. On utilise ça aussi comme tisane parfois. Partout. Oui, il y en a partout. Et donc, ça fleurit vers la fin de la saison des pluies. Et donc, dès que la chaleur vient, les abeilles vont en masse recueillir le miel. Et puis voilà. Actuellement, nous sommes en train de nous préparer à la récolte dans 2 ou 3 semaines, au plus tard. Voilà. Des fleurs, de la floraison. Donc, les apiculteurs viennent poser leur ruche dans le champ. Parce que comme ça accroît la production. Oui, la production. Et comme ça, ils peuvent avoir différents types de miel, le miel de citron. On a 2 récoltes au moins par an. Donc la récolte du miel de menthe et puis la récolte du miel toute fleur. La récolte du miel de menthe, c'est en novembre-décembre. Et puis le miel toute fleur, c'est en avril-mai. Oui, avril-mai. En fait, le miel qui est à l'intérieur, il est interdit d'y toucher. Dans les caisses là. Parce que c'est le miel réservé aux abeilles. Bon, maintenant. Les abeilles, c'est eux qui prennent. Quand l'essaim travaille jusqu'à emmagasiner assez de miel là, à l'intérieur, l'apiculteur commence à poser par-dessus ces caisses-là d'autres caisses de moindre taille. Et c'est dans ces caisses-là qu'on appelle les hausses. Donc c'est dedans que les abeilles stockent le miel pour l'apiculteur. Le temps vient de la récolte, on va seulement chercher les cadres qui se trouvent dans les petites caisses là. Voilà. Donc il est interdit de toucher ce qui est en bas parce que c'est pour les abeilles. Pratiquement
2 roses par ruche. Si la saison est bonne, ça va parfois jusqu'à 4 roses. Ah oui? Oui. Comment vous appréciez la saison? Si c'est bien ou c'est... Si la saison est bonne, l'apiculteur remarque que c'est-à-dire, les questions qui sont posées dessus là, ça se remplit de miel. Ok, et donc, il pose d'autres. Voilà, donc quand il voit que la première est remplie de miel, il pose, ainsi de suite. Voilà, sans récolter, en attendant que la saison finisse, et puis il récolte. Voilà. Okay. Donc il lit à travers le remplissage. Oui, on fait des visites quoi. En principe, un bon apiculteur doit visiter au moins une fois par semaine pour voir comment est-ce que ça travaille. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que des fois, il y a des prédateurs, par exemple des serpents ou bien des lézards qui gênent les abeilles ou bien les fourmis. Voilà. Et donc, il faut passer régulièrement pour constater ces anomalies et puis les régler au fur et à mesure. Autrement, les abeilles peuvent s'enfuir. Ici, c'est M. Joseph Hiroko, voilà, qui est notre apiculteur. Donc, il a été formé sur place d'abord et puis en France, et c'est lui qui pilote notre projet d'apiculture. Donc j'étais au départ, c'était frère Michel, un pêcheur qui m'avait formé en apiculture ici au monastère Notre-Dame de Kokoubou. Et puis après, bon, j'ai été chez Monsieur Marie de l'entreprise Famille Marie en France pour compléter mes connaissances en apiculture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je forme des jeunes en apiculture et je leur délivre un diplôme en apiculture. Et la formation, c'est pour 1 an. Dans des mortiers là, et ça peut déjà dire que ça évolue. En fait, il a embrouillé un peu trop les gens. Effectivement. Parce qu'il vide ça. Sinon, il y a une vérité cachée. Le petit a compris le système. Oui, c'est fini maintenant. C'est fini. Et elle va voir comment elle veut la tuer. Donc, elle se hâte de donner les fruits. Les fleurs. Les fleurs d'abord, oui. Et les graines ensuite. D'accord. Ok, donc je vais appliquer ça. Vous les épargnez, vous ne coupez plus les feuilles. D'accord. Elles redonnent d'autres feuilles. Voilà. Vous laissez les feuilles. Parce que ce sont ces feuilles-là qui vont aider la fabrication, le remplissage des graines et de tout ça. Donc vous laissez. Mais si ça ne fleurit pas vite, vous saignez. Vous serrez les tiges. Vous serrez les tiges. Voilà. Et on laisse. Et vous laissez. Donc, suivant l'espèce, mais dans l'année là, il va donner les fleurs de façon systématique. D'accord. Ça s'applique à toutes les espèces à fleurs. Ok. Par exemple, si vous avez un avocatier, un manguier, et des pommes cannelle, tout ça, qui ne fleurissent pas vite. Vous faites comme ça, vous accélérez. C'est ça. Le processus. Le processus de fructification. C'est ça. Il y a un autre. Donc l'arbre est aussi comme ça. Donc ça donne les fruits, mais ne prend pas la peine de les remplir pour que ça vienne à maturité. Alors, la même technique, comme c'est le cocotier, c'est plus difficile de saigner, comme je dis ici. On a planté des... Donc en ce moment, on utilise des clous, des pointes. Et donc maintenant, si vous mettez des pointes, ça stimule certaines hormones. Et depuis lors, on n'a plus ce problème-là. Donc ça va marcher systématiquement. Ça, vous n'allez trouver ça dans aucun livre d'agronomie. Parce qu'on se perd là-bas aussi. Vous voyez, c'est ça. Ici, c'est aussi pareil pour l'avocatier. L'avocatier, oui. Quand ça donne là, ça tombe. Donc piquez-le. Donc, vous avez la solution. Recette, vous le piquez. Et non seulement ça va donner beaucoup plus de fleurs, mais ça va donner de bons fruits. D'accord. Parce qu'il voit que c'est maintenant ou rien. Puisque vous voyez, tous les êtres vivants ont cette information génétique de pérenniser l'espèce à travers la reproduction. Et donc maintenant,
quand vous faites comme ça, vous réveillez ça. Ouais. Immédiatement. Et puis, l'information est gardée. Merci. Ça, c'est un grand cadeau que vous nous faites. Donc, je suis professeur Irénée Kache-Yaponikpe, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. Et moi et ma famille avons eu l'honneur ce matin de visiter le monastère Notre-Dame de Kokoubou, à 26 km de Parakou. Et après la messe du matin, on a pu visiter un peu les réalisations des moines du monastère. J'avoue que j'ai été émerveillé très heureusement par tout ce qui se fait au niveau de ce monastère. Et j'étais déjà au courant, étant habitant de la ville de Parakou, nous bénéficions déjà des produits qu'offre ce monastère, notamment les jus de fruits, le miel, les confitures, les produits phytosanitaires. Mais aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de toucher de doigt les efforts qui sont faits, les activités qui sont menées, et c'est vraiment impressionnant. Et donc il y a des innovations intéressantes qui peuvent profiter à toutes nos populations, du sud au nord du pays, et même au niveau de nos facultés, au niveau de nos unités de recherche et d'enseignement en agronomie dans le Bénin et dans toute l'Afrique. Donc je leur tire chapeau, je dis vraiment félicitations et je les encourage à continuer dans cette lancée. Ils sont l'exemple que toute l'Afrique peut utiliser pour son développement. Je vous remercie. Nous avons visité les moines de Kokoubou ce matin et nous avons été vraiment émerveillés par tout ce qu'on a vu là. Et vraiment, on aimerait pour une autre fois revenir faire au moins une semaine et pouvoir profiter de leur réalisation. Je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Glorieuse Alakono, étudiante en agronomie. Nous avons eu l'opportunité de visiter la miellerie du monastère de Kokoubou où se produit le miel et les différentes phases de production. Excusez. Bonsoir, moi je m'appelle Spéro Alakono, je suis étudiante en cycle de licence en statistique. Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de visiter le monastère de Kokoubou et je suis très émerveillée. Particulièrement je voudrais parler sur les plants de moringa que j'ai visités et sur un grand bâtiment où se fabrique du charbon. Le moringa est une plante que nous connaissons bien. Je pense que c'est une initiative à encourager afin que toutes les applications du moringa soient utiles au peuple béninois et à tout le monde entier. Merci.